Bienvenue Bon, bah, et merci. bonsoir. Non, moi, ce qui m'ennuie, je vais vous dire, c'est que euh, Monsieur Bob Castel, ici, même assis, fait beaucoup plus gros que moi. Bon, c'est vrai, il fait plus arrivé, plus opulent, plus. Tu fais pas régime socialiste, quoi, c'est tout. Ouais, Hein. on n'est pas en régime socialiste en Suisse. Enfin, de toute façon, nous sommes là tous les deux. Voilà. Poil aux yeux. Alors merci dans tous les cas d'être venu. On va peut-être parler de votre carrière, bien sûr des débuts, puisque je crois savoir que votre carrière a débuté à Lausanne. C'est Bah, exact? pratiquement à Lausanne. Enfin, vous savez, on débute un peu partout. Ma carrière a débuté plutôt en Bretagne. Je devais avoir à peu près une vingtaine d'années. Là, j'ai commencé à faire des numéros d'amateurs, des trucs comme ça. J'avais un numéro de claquettes. Je m'appelais Simbert, parce que mon vrai nom c'est Simon, mon petit nom, et Berrier, mon nom de famille. Alors, comme j'avais coupé tout en deux, je me suis appelé Simbert pour faire un numéro de danse à claquettes. Et puis, après, j'ai fait le clown. J'avais un numéro de clown avec un copain. J'avais un numéro de clown qui s'appelait les clowns parodistes et musicaux Eti et Balta. Balta, c'était moi. J'étais l'Auguste. Alors je faisais bonjour, bonjour les petits enfants, ça va, ça va? Alors petit à petit, bon bah j'ai peaufiné mon style qui est le mien actuellement. Et disons que les premiers galas vraiment professionnels, je les ai faits en Suisse. Et je les ai faits effectivement à Lausanne dans un cabaret qui s'appelle toujours le Tabaris. Et sous le nom de Sim déjà. Ah, sous le nom de Sim, oui. Et vous m'avez dit, lorsque nous avons parlé ici hier, que vous aviez à ce moment-là été avec Fernand Reynaud, Ouais. lors de la même tournée. Ouais, ouais. La même tournée. C'est-à-dire que c'était à l'époque, il y a maintenant, il doit y avoir quelque chose comme. Bon, il y a eu 30 ans cette année que je fais ce métier-là, vous voyez, je suis un vieux de la vieille. Et à peu près dans les époques 55, au Tabaris de Lausanne, il y avait eu Fernand Reynaud, Serge Gainsbourg et moi. Et un peu plus tard, j'ai fait le Crazy Horse Saloon, qui est toujours le temple du striptease. Et je fais un parallèle avec le Tabaris, parce que c'était à l'époque où dans les cabarets, il y avait beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes qui allaient devenir de très grandes vedettes, mais qui à l'époque n'étaient pas tellement connus. Et au Crazy Horse Saloon, il y avait, dans le même programme, il y avait Gilbert Bécaud, Philippe Clay, toujours Fernand Reynaud, il y avait Aznavour et moi. Et on faisait partie du même programme. On était coincés entre une vingtaine d'effeuilleuses de Jartel. Et c'était merveilleux parce qu'on était tous là, au milieu de ces dames et tout. C'était un souvenir. Oh là là. Bon, autre chose parce que ça me donne chaud de parler de ça. Ah, on va pas parler du Tiens, cabaret. je bois un bon petit vin suisse là. Allez, À votre à la santé. nôtre. Je trinque avec le gros. Enfin, Ah, tiens. avec le gros de la troupe. Oui. Voilà, c'est toujours moi qui trinque. De toute façon. Oui, mais c'est toi qui bois Ouais. aussi. Mais alors, vous avez renoué avec le cabaret, on pourrait peut-être en parler après, puisque hier et ce soir, vous êtes dans un autre cabaret lausannois, entre des effeuilleuses aussi, soit dit en passant. Ouais. Ouais. Il y a même un effeuilleur, Voilà. ce qui est très original. Ça vous a plu, l'effeuilleur? Ah oui, beaucoup. C'est savez un que j'ai- très beau numéro. J'ai une anecdote à vous raconter au sujet des effeuilleuses de Jartel. Toujours au Crazy, il y avait une fille qui faisait un numéro de striptease et qui s'appelait Miss Pamela. Et cette fille, elle faisait 1m75, c'était vraiment une plante superbe. Elle était belle. Toi, tu l'as pas connue parce Non. que tu n'étais pas encore né à l'époque. Mais elle avait une paire de Robert, elle était vraiment au moule. Hein. Et puis alors elle avait un numéro spécial, c'est-à-dire qu'elle se mettait au bout des seins des petites franges comme ça, qu'elle faisait tourner au son d'un tambour. Alors il y a le batteur qui était dans un coin et elle faisait ça comme ça. Et les franges tournaient, elles ne bougeaient pas, le corps, il y avait que les doudounes qui tournaient, et ça faisait comme des hélices d'avion. Et tout d'un coup, elle arrêtait le sein droit, paf, et c'était l'autre qui continuait à tourner le droit, rien. C'était extraordinaire de voir ça. Tout d'un coup, là, c'était celui-là qui s'arrêtait, l'autre qui reprenait, tout ça, extraordinaire. Elle se tournait au final du numéro, elle se tournait, et on découvrait un plumeau, là où vous pouvez l'imaginer, qui tournait lui aussi. Sans le savoir, elle avait dû inventer le principe du batteur Moulinex, mais c'était extraordinaire. Et alors, là où ça nous intéressait, Charles Aznavour et moi,
c'est que comme cette dame était très grande, et qu'elle avait besoin que ses petites franges tiennent sur le bout de ses seins, il fallait, c'est pas pour nous ce que je vous raconte, hein, c'est juste un peu souvenir érotique, il fallait un petit peu que les tétons soient un peu durs, bien sûr, pour mettre des petites ventouses comme ça. Alors vous savez que le métier du spectacle, du showbiz est une grande famille, et elle demandait un petit service aux hommes qui arrivaient à la hauteur de sa poitrine. Et comme Aznavour et moi, on n'était pas très grands, on arrivait presque à la hauteur de la poitrine, pour que ça tienne bien, on lui faisait des petites bibises comme ça sur le bout des seins, et ça fait qu'elle pouvait se cloquer les trucs comme ça, et elle arrivait, et ça tournait. Et un jour, avec Aznavour, parce qu'on avait chacun le nôtre, moi j'avais le gauche et lui le droit, et on était comme ça. On pensait pas à autre chose, hein, c'était simplement pour lui rendre service. Et tout d'un coup, on a senti tous les deux une main arriver, chacun à nos oreilles comme ça, et on s'est cogné. C'est le fiancé de la fille, qui était un Américain qui travaillait au Shep à Paris, était rentré par mégarde dans la loge, un peu plus tôt que prévu, et il avait vu ces deux petits bonshommes en train de faire des bibis sur la poitrine de sa fiancée. Ça lui avait pas plu du tout, il avait voulu nous corriger. Alors pendant très longtemps, Aznavour et moi, on a eu la même bosse ici. Ça a été quelque... Enfin, ceci dit en passant. Quel souvenir. Vous êtes content de retrouver le cabaret, ceci dit, vous vous sentez à l'aise dans un endroit comme la Belle Époque ou sur un cabaret avec les feuilleuses? Oui, bien sûr, vous savez, bon, j'ai pris l'habitude d'en faire, hein, du cabaret. Non, ce cabaret-là, oui, on est très à l'aise parce qu'il est bien foutu, la scène, c'est une vraie scène, c'est bien conçu pour le spectacle, et puis il y a l'intimité du spectateur qu'on n'a pas dans les grandes salles. On les a là à 1 mètre, alors il se passe une chose, bien sûr, il y a une espèce de petit miracle, il y a ce qu'on appelle le feeling qui passe, quoi. On passe la rampe dans un cabaret comme celui-là. Est-ce que c'est beaucoup plus facile avoir ce contact par le fait qu'il y a peu de personnes, mais en même temps, on parle aussi du plaisir qu'a l'artiste à sentir une grande salle, à sentir la puissance d'une grande salle. Là, cette puissance-là, vous ne la sentez pas, parce que c'est quasiment intime. C'est différent. C'est tout à fait différent. Je crois que les émotions de ce métier sont complètement différentes, elles sont absolument incomparables. Là, par exemple, bon, je vois que devant moi, il y a un objectif. Cet objectif, je le regarde là pour l'instant. Voilà, là je le regarde mieux là. Et j'ai l'impression que derrière l'objectif, il y a plein de monde. Et finalement, c'est ce qui va se produire parce que quand on va regarder cette chose que nous faisons actuellement et qu'on tourne, il va y avoir des êtres humains qui ne sont peut-être pas forcément là maintenant, mais qui seront devant leur récepteur de télévision. Donc, quand on fait du cinéma ou de la télévision, il faut avoir beaucoup d'imagination. Sur une petite scène avec un petit public, le rire n'est pas le même, il est beaucoup plus intime. Il a une autre qualité. Dans une très grande salle, évidemment, ça fait un bruit terrible, on entend hurler de rire et tout. C'est comme un peu la cuisine, si vous voulez. Il y a des plats tout petits qui ont un certain goût, et puis des fois des gros plats, par exemple, qu'on mange avec aussi beaucoup d'appétit. Tout est absolument différent. On ne peut pas comparer ça. Mais dans l'émotion, vous ressentez quand, par exemple, vous faites une télévision, ou une vidéo, mais disons une télévision où vous allez raconter, vous allez faire un sketch, vous devez imaginer l'autre personne derrière l'électronique. Est-ce que vous arrivez à avoir tout ça en tête au moment où ça se passe? On n'y pense pas. On n'y pense pas. Faut Non. pas y penser. Et alors, si on n'y pense pas, à quoi est-ce qu'on pense quand on fait un sketch devant un matériel électronique? C'est un état second de toute façon, hein. Bon, il est forcé que le type qui fait rire, le comique, l'amuseur, l'humoriste, moi je compare souvent ça à un match de tennis. L'humoriste envoie une réplique, c'est la balle, hein. Il envoie cette réplique. La balle lui revient sous forme de rire lorsqu'il y a du monde dans une salle. Donc il y a un match qui est là, qui existe. Avec une caméra, si j'essaie de faire rire maintenant, bon, la caméra va pas se mettre à se marrer, hein. Je vais pas voir l'objectif qui va faire ça. Vous ne savez rien. Ah ouais, mais enfin, ça m'étonnerait quand même beaucoup. J'entends rien, mais j'imagine que la balle me revient quand même. Donc, on n'y pense pas, on ne se pose pas ces questions-là. Heureusement, parce que c'est un autre état, c'est un état second. Il faut avoir un grain de folie pour faire ce métier-là, mais il faut le savoir. Alors, pour parler de vos débuts,
j'aimerais un petit peu savoir d'où vous êtes et comment ce métier Bah, est arrivé. ah voilà, vaste programme. C'est pas facile de dire comment on a commencé. On arrive au monde comme ça, je crois. Vous êtes parisien à l'origine. Je suis des Hautes-Pyrénées, moi. Je suis né dans les Hautes-Pyrénées. Je suis né à Cauterets, à 30 km de Lourdes, le pays des miracles, la preuve. Un second après Bernadette Soubirous. Et moi, j'ai pas vu la Sainte Vierge. Et donc, je suis né dans les Hautes-Pyrénées, d'une famille maternelle paysanne complètement. Et mon père était parisien, il était chef électricien d'Abel-Gance. Oui, il a tourné à Napoléon. Il a éclairé les plans du fameux Napoléon d'Abel-Gance. Et mon père ne connaissait pas ma mère à l'époque. Et ils ont fait des raccords dans les Hautes-Pyrénées, dans les montagnes. Et puis là, il a connu une petite paysanne, mon père, qui gardait ses moutons. Et puis, bon, bah, c'était ma mère. Ils se sont mariés tous les deux. Et puis, il est arrivé au monde, le garçon qui est là devant vos yeux émerveillés. Un poil au nez. Alors, le garçon, il avait des talents de comédien qui sont apparus à quel âge? On a remarqué à quel âge? Oh, je crois que, vous savez, il y a une anecdote que je raconte souvent. C'est quand je suis arrivé au monde, la première personne qui a éclaté de rire, c'était le Toubib qui a accouché ma mère. Dès qu'il m'a vu apparaître, dès que j'ai mis la tête à la fenêtre, et il a rigolé. Alors, moi, je m'en souviens pas, bien entendu, j'avais autre chose à faire, hein, j'avais des gros problèmes. Hein. J'avais la vie en face. Et dès que j'ai vu la vie arriver, je me suis dit, il va falloir lutter, hein, parce que c'est costaud la vie. Hein. Bon, je pensais pas à ça du tout. Et le Toubib a éclaté de rire, et il a dit à ma mère, qui m'avait pas encore vu, il a dit, il a une drôle de tronche, il sera ou comique ou ministre. Faut le faire, ça. Hein. Et ça, c'est historique? Je veux dire, Ah oui, oui, oui. Ah mais oui, souvent, ma mère me disait ça, elle me disait, tu sais, je suis arrivé au monde avec une certaine difficulté, hein, on m'a tiré avec des bouts de fer, avec des forceps et des trucs comme ça vient peut-être, ma morphologie actuelle vient peut-être de la difficulté que le Toubib a eu à me tirer comme un escargot, et là, paf, je suis arrivé. Et souvent, oui, c'est une anecdote qu'on raconte souvent dans la famille, et puis qu'après que je propage, bien sûr. Et alors, il a dit ça, oui, il a dit, il sera comique ou ministre. De toute façon, j'ai préféré être comique parce que ça dure quand même plus longtemps. Hein. Et c'est plus sérieux, surtout. Et alors, vers quel âge vous avez commencé à vous intéresser? D'abord, est-ce que l'humour, c'est quelque chose que vous avez toujours... C'est mon père qui me l'a appris, l'humour. Il a commencé, parce que mon père était, bon, c'était pas un type de scène, c'était pas un acteur du tout, hein, mais il avait une dose d'humour extraordinaire. Je crois que c'est lui qui a dû m'apprendre. Il faudrait que les parents prennent bien conscience que les enfants doivent apprendre l'humour. Bon, il faut leur transmettre l'humour, c'est-à-dire la dérision de la vie, ce qui se passe et tout ça. Faut souvent en rire avant que d'en pleurer. Hein. Bon, la Bruyère l'a dit avant, mais je dois dire que s'il y avait des cours d'humour dans les classes, ça serait pas mal. Alors, ça m'est arrivé comme ça, si vous voulez. Je peux pas dire que j'ai vraiment commencé un jour ce métier en disant, tiens, je commence à faire ce métier. J'ai toujours été comme ça. Tous les gens, je vous dis spécialement les amuseurs, ce sont des gens qui ont commencé à faire rire sans s'en rendre compte. Ils devaient avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans. La seule chose, c'est qu'on peut prendre conscience qu'on peut devenir un professionnel et en vivre. Moi, j'ai pris conscience d'une sorte c'est pas un mot prétentieux que j'ai employé, mais de supériorité, c'est-à-dire que je savais que je pouvais faire rire les autres. C'était une arme formidable, hein. L'humour est une arme redoutable pour lutter contre l'absurdité, et je m'en suis toujours servi. Et à l'école, tout petit, vous aviez déjà cette arme? Bah, à l'école, ça me permettait de moins bosser, je travaillais beaucoup moins que les autres. Par contre, je faisais beaucoup plus rire la classe, j'arrivais à faire rire les profs, alors dedans c'est drôlement gagné quand on fait rire un prof. Alors j'avais souvent des notes un peu hors concours, vous voyez. Quelles ont été vos premières activités concrètes dont vous vous souvenez dans l'humour, en tant qu'enfant déjà? Est-ce que vous avez déjà écrit des sketchs tout jeune, ou est-ce que vous avez... Ouais, des petites choses comme ça. Des gags? Oui, bien sûr. Ouais, avec ma frangine, on montait des petits spectacles pour mes parents. Bon, ils étaient 2 à me regarder, mon père et ma mère. Et puis les acteurs, c'était ma soeur et moi. On montait des trucs, je faisais des numéros de manipulation. Je me souviens, l'un de mes premiers numéros de manipulation, c'était avec une
une cigarette, j'avais paumé. On voit bien le. Ah, Là, ouais, c'est ouais. cadré jusque là. Excusez-moi, parce que si je fais ça là, on verra pas, hein. Ça, c'est le côté technique, hein. Il faut un acteur, il faut qu'il soit technicien. Alors j'avais ça comme ça, je mettais ça comme ça. Et il y a des années que j'ai pas fait ça, je vais peut-être le rater là. Et alors je faisais marrer mes copains. Si je la rate, Je me marre. tu la rattrapes. Et tu... non. Eh, non. Ah, Bon. ouais, oui, Tout ça n'est pas grave. On va recommencer, on a le temps de toute façon. Hop là. Hop. Ah, parce que je l'ai foutu en l'envers. Voilà. Ah, voilà. Vous voyez? C'est tout simple. Je vais me le refaire une deuxième fois pour moi. Ouais. Oui. Tout ça. N'est pas grave. Alors donc, ça a été, vous voulez, mes premiers trucs d'enfant. La valeur n'attend pas le nombre des années. La valeur de cigarette, il est là drôle. Ah, Ouais. Alors, ça sont des souvenirs plus précis, vous voyez. Petit à petit, bon, là, j'ai dû accumuler plein de choses comme ça, plein de trucs. Et puis un jour, je me suis rendu compte que j'avais tellement de matériel comme ça, que j'avais accumulé sans le vouloir, parce que ça m'a fait un bon fonds de commerce pour devenir professionnel et vendre du rire. Et c'était à quelle époque que vous avez pris cette décision-là, à peu près? Non, je ne peux pas dire qu'un jour j'ai pris la décision de. Ça a été. On ne peut pas dire ça. Mais je veux dire, à la sortie de l'école, qu'est-ce que vous avez fait? À la sortie de l'école, je rentrais chez moi. Dès que je sortais de l'école, je mangeais mon je rentrais goûter. chez moi. ouais. Non, quand je suis sorti de l'école, je n'ai pas arrêté de sortir de l'école pour rentrer dans une autre école. J'ai dû en faire, je sais pas, 10. Je me suis fait beaucoup virer. On a déménagé 35 fois avec mon père et ma mère, pas poursuivi par le fisc ni par les inspecteurs de police, mais c'est parce que mon père avait un métier de nomade. Alors on allait dans des villes différentes. J'ai vécu en Bretagne, j'ai vécu à Paris, après je suis reparti dans le Midi, après bon bah. Mais à la sortie de l'école, j'ai été d'abord, j'ai poursuivi mes études et puis ben, après je me suis engagé dans l'aviation pour être pilote de chasse. Et puis j'ai horreur de l'avion, alors c'était très emmerdant. Très emmerdant. Ouais, pour un pilote. J'ai signé un contrat d'engagement 3 ans dans l'armée de l'air, et pendant 2 ans et demi, j'ai balayé un hangar à Casablanca. Des bêtises de l'armée. C'est génialement con, l'armée. C'est super. Ah, il y a des fans. Et après l'armée, Bon, après l'armée, il a fallu que je bosse, j'étais opérateur de cinéma. Je suis resté pendant 8 ans opérateur de cinéma dans un cinéma à Rennes. Je me suis fait virer de ce cinéma parce que j'ai foutu le feu dans un film. C'est au moment où les films étaient inflammables. Et j'ai foutu le feu dans un film, vous allez rire quand vous allez apprendre le titre du film, c'était Jeanne d'Arc. La pauvre, hein, bon, j'ai encore foutu dans les flammes. Et c'était Jeanne d'Arc avec Ingrid Bergman. Et là, je me suis dit, bon, bah, il faut absolument que je devienne artiste. Je suis arrivé à Paris, puis là, j'ai commencé à passer plein d'auditions, plein de trucs. J'ai ramé beaucoup, hein, j'ai attendu le cacheton. C'est pas venu tout de suite. Hein. Tant mieux, parce que ça me permet maintenant d'apprécier les bons moments. Et d'avoir encore de l'avenir. Et d'avoir de Devant l'avenir. soi. Alors, mon pianiste Bob Castel, que vous voyez là, ça fait 20 ans qu'il m'accompagne. Et 21 ans, même. 21 ans. Comme le temps passe. Et je l'appelle mon frère de lait. Ouais. En disant que c'est lui qui avait tout bu, bien sûr. Ouais. Alors, il est vous avez fait du journalisme. Pardon, oui, il est difficile de raconter une vie longue comme ça en très peu d'instants. On peut la schématiser, si vous voulez, mais enfin, effectivement, les moments importants de ma vie, j'ai fait un peu de journalisme, je travaillais à Ouest France. Je faisais ce qu'on appelle les chiens écrasés, quoi. Hein. Et alors, là, on m'a aussi remercié parce que j'avais fait un truc énorme, c'était simplement gouré de légendes sur 2 photos qui avaient été prises. Je vous dirais que je n'étais pas complètement innocent, parce qu'il y avait un congrès d'évêques, là-bas, il y avait vraiment les prélats, tout ça, là. Et on voyait Monseigneur et Monseigneur un tel, je ne me souviens plus des noms de ces gens-là,
qui était en pleine conversation. Et il y avait en même temps, il y a une foire aux bestiaux. Et il y avait dans la même édition, il était sorti dans la rubrique de l'agriculture une photo de 2 énormes cochons. Et dessous, il y avait la légende, il y avait marqué Monseigneur Untel et Monseigneur Untel en pleine conversation. 2 énormes porcs. Et sous la légende, sous la photo des évêques, il y avait marqué les 2 plus beaux reproducteurs de la région. Ça devait être encore l'évêque cochon de Jeanne d'Arc. L'évêque cochon. Alors là, vous avez été remercié très chaleureusement. Oui. Et vous n'avez pas voulu aller faire une expérience dans un autre journal, ou bien c'était pas... Non, mais j'ai vu que c'était pas tellement mon truc finalement. Moi, j'aime mieux agir moi-même, quoique dans le journalisme, il faut drôlement agir soi-même, bien sûr. Enfin, le journalisme, c'est surtout pour relater, rendre compte. C'est un métier de témoin. Le journaliste est un témoin. Et moi, j'aime beaucoup plus être acteur que témoin. Mais j'aurais aimé quand même faire du journalisme. Finalement, un peu dans notre métier, c'est ce qu'on fait. Hein. On arrive à regarder un peu ce qui se passe dans la vie et on rend compte de ce qu'on a vu sur la scène. On n'écrit pas d'articles, mais on parle. C'est un peu la même chose finalement. Comment est-ce que les sketchs naissent et comment est-ce qu'on arrive à avoir un répertoire de sketchs? Dans votre cas, est-ce qu'il y a eu des sketchs que vous aviez écrits de nombreuses années avant de commencer le métier? Comment ça s'est passé, le métier à écrire? Il y a peut-être une idée tout d'un coup qui se dit, tiens, là, je vous le dis, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie c'est un théâtre extraordinaire, alors on voit tout d'un coup quelque chose qui se passe et puis on se dit, ben voilà, ça c'est une bonne idée de sketch. On n'est peut-être pas forcé de l'écrire tout de suite, on l'emmagasine dans la mémoire et puis un jour ça se décante. Souvent, actuellement il y a toutes ces histoires... ça va vieillir tout de suite, bien entendu, dans quelques temps ça sera très vieux, mais il y a toutes ces histoires de Greenpeace et tout, là, ça donne envie d'en faire un sketch. Et là, vous avez envie d'en faire un? Il n'est pas encore écrit? Je vais pas le faire parce que ça vieillit vite. Dans un an, il y aura encore d'autres, on aura fait encore d'autres conneries dans un an, alors il faut... Oui. Alors ça, c'est pas les conneries qui manquent, hein, bon, il y a plein de... Disons que ça fait pas le sujet d'un sketch, ça fait, disons, quelques bribes de sketch sur l'actualité immédiate, quoi. D'ailleurs, les gens aiment beaucoup ça, je crois. Oui, mais moi, c'est beaucoup plus burlesque que je fais. Je peux pas dire que ce soit assimilé à un chansonnier ou un imitateur qui a des sketchs bien précis. Moi, c'est surtout J'ai gardé mon côté clown en civil, finalement. Alors, je fais beaucoup plus de sketchs de clown que de sketchs disons, de chansonnier. Est-ce que c'est, en général, des sketchs qui sont liés à quelque chose que vous avez vécu vous-même? Oui, bon, pas complètement, mais il y a toujours la racine. Rien n'est complètement inventé dans notre métier. Il y a toujours quelque chose de vrai au départ. Après, on extrapole. Après, on met de la sauce autour. On crée du rêve. On installe des rideaux. On installe... Bon, là, c'est très, très imagé ce que je dis, mais il y a toujours une racine qui part. Comment est-ce que vous la travaillez ensuite? À partir d'une idée, est-ce que c'est une idée qui va être l'idée centrale et à partir de cette idée-là, vous allez commencer à mettre d'autres filaments dans votre sketch, ou est-ce que vous allez, par exemple, parler à vos amis de la première idée et puis voir leur réaction? Comment se passe la composition? C'est un peu ça, vous l'avez un petit peu expliqué là pour l'instant. Si j'ai une bonne idée par exemple, je ne sais pas où elle va aller. Tout d'un coup dans la conversation, je ne vais pas en avoir l'air, mais je vais le placer ce truc-là. Et où on rit ou on ne rit pas. Si les gens rient, je garde ça ici, dans l'oreille. Et après, j'étoffe tout ça. Il m'arrive souvent d'arriver sur la scène avec une idée, un truc qui va faire 30 secondes, par exemple. Si les gens rient, je travaille avec eux en même temps, j'improvise beaucoup. Alors je vais peut-être improviser pendant 15 secondes. Sur les 15 secondes, il y aura peut-être une dizaine de secondes de bonnes et 5 à jeter. Si je sens que le sketch est fort et que j'ai des réactions, je pense que c'est une bonne idée. Et là, petit à petit, moi, il m'est arrivé avec Bob, on a un sketch qui s'appelle le réveil des oiseaux, qui fait maintenant 17 minutes, ce truc. Oui, au départ, ça faisait 3 minutes, c'est ça.
Au Et- départ, ça faisait 3 minutes. Que vous avez joué hier. Oui, oui, C'est oui. ça, ouais. Et alors, on a improvisé. Quand on a, par exemple, une sorte de sûreté, d'assurance, en somme, sur un truc qui est drôle pendant 2 minutes, c'est très bien. On sait qu'on est sûr de notre coup. Sur les 2 minutes, on peut improviser en plus 30 secondes. Si c'est pas très bon, les gens ne vont pas s'en apercevoir. Mais on le recommencera pas, ça. Mais si c'est très bon, le lendemain, le sketch, au lieu de faire 2 minutes, il en fera 2,30. Et ainsi de suite. Par exemple, hier, vous avez fait des allusions concernant la France, et le public n'a pas senti ça. Et là, vous avez fait une remarque à Bob en disant, là, tu as fait un bide. Voilà. Ouais, voilà. Alors, Par exemple. là, bon, où ça vient peut-être pas forcément du public, c'est peut-être parce qu'on l'a mal dit, mal fait. C'est vachement fragile, hein, le rire. Hein. Un mot avant un autre, par exemple. Hein. Vous dites une phrase et vous intervertissez 2 mots comme ça, eh ben, ça marche pas. Ouais, ou simplement buter sur un mot, c'est foutu. Voilà. On ne rit plus, forcément. Alors, il suffit après d'intervertir, de mettre le mot que vous avez dit la veille, vous le mettez avant. Vous l'enlevez, vous le mettez avant, et là, ça peut partir. Il y a le miracle. Et alors, à quel moment est-ce que Bob intervient dans le sketch? À quel moment est-ce qu'il va travailler avec vous? Sur la scène. Nous, on travaille pratiquement pas, on ne répète pratiquement pas. Ah bon? On ne répète jamais. On a répété. Le problème évidemment, du morceau à choisir, musical, et tout en... C'est-à-dire que si on a répété les bases, l'échafaudage, si vous voulez. Mais tout l'amalgame de ce que vous expliquez, Sim, tout à l'heure, c'est-à-dire les sketchs qui prennent une mesure plus grande au fur et à mesure, justement, de la mise en scène, si vous voulez, plus ça avance, plus on brode dessus, normalement, enfin, on le fait. Alors, quand on a une bonne salle, par exemple, où on est très à l'aise, alors là, on a des chances de trouver plus facilement. Si tout d'un coup, les gens sont coincés, sont un peu froids, parce qu'il faut que les gens aient du talent aussi. Hein. Bon, s'il n'y a pas la complicité ni l'imagination des gens avec nous, c'est cuit. Hein. La mayonnaise ne prend pas. On passe à autre chose. Et alors là, on passe à autre chose. Hier, par exemple, à un moment donné, vous avez fait une série de gags sur une personne qui voulait prendre votre photo. Oui. Est-ce que ça, c'était entièrement improvisé ou c'est quelque chose qui fait partie d'une petite... Non, parce que c'est jamais vraiment pareil. Il y a des acteurs parfois dans la salle innocents qui ne le savent pas et qui... Alors là, évidemment, quand on fait du C'était cabaret... très drôle. Oui. J'ai Oui, trouvé mais cette faut en situation profiter, justement. extrêmement drôle avec la femme qui essaie de prendre votre photo. Parce que c'est spontané, là, vous voyez, et c'est jamais la même chose. La scène, c'est vraiment l'école de la tuile. Donc, il nous arrive des fois d'être très gênés. En plein milieu d'un sketch, que vous voyez une bonne femme qui se lève et qui est là, comme ça, en train de prendre des photos, par exemple. Ça vous casse votre cou, il n'y a pas de problème. On ne voit plus que la bonne femme qui se lève et ils font plus attention à ce que je dis. Alors, il ne faut pas que je sois gêné de ça, moi. Tant pis. Il faut en profiter. Je renverse la situation et je vais en profiter de cette tuile. C'est une petite tuile, c'est pas une tuile, mais ça fait partie quand même des impondérables. Tout d'un coup, un jour, on a reçu une rampe sur la gueule, un truc lumineux. C'est tombé devant nous, comme ça. Et bon, je ne me rappelle plus ce qu'on a fait, mais on a continué à jouer. On a continué à jouer. Et les gens, à la sortie, se sont dit, qu'est-ce que c'est drôle, le truc de la rampe qui tombe. Ah oui. Faut le refaire. Vous l'avez répété souvent, ce truc-là. Alors nous, on fait, oh, bah, je pense bien, dites donc. Mais des fois, ça doit vous tomber sur la tête. Bah, je dis, oui, ça peut arriver. Ça ne peut être qu'improvisé, en fait. Hein. Quand il arrive un événement extérieur autour de Champ, ça ne peut être qu'improvisé, forcément. On ne peut pas... Une fois à l'Olympia, je m'en souviens, c'est la première fois que je faisais l'Olympia. Je rentre en scène, je me prends les pieds dans un câble. Alors, il y avait le présentateur qui était là, il dit, voici maintenant Sim, l'orchestre, et ils ont vu un petit bonhomme qui rentrait et qui a disparu tout de suite dans la fosse d'orchestre. C'est-à-dire, je me suis pris les pieds dans le truc, je suis tombé sur les batteries, la musique et tout ça. Des pompiers sont venus, ils m'ont remonté, tout ça, mais je n'ai pas pu faire mon numéro. Ils se sont demandé ce que ça voulait dire, ce type qu'on avait annoncé, qui était parti tout de suite. Et en plus, ça, j'étais pas connu. Puis Sim, ça va vite, hein. Sim, on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, qu'est-ce qu'il a fait, ce type? Il est tombé par terre. Il n'a fait que passer. Voilà.
sketch. Il y a l'élément du bruitage est très important, et sur lequel vous avez d'ailleurs fait plusieurs sketchs. À quel moment est-ce que vous faites intervenir le travail du son, le travail de l'imitation du bruitage? Ouais, moi, ce que j'ai dit, ce que je dis dans mon tour, j'ai été bruiteur moi, pendant un petit moment. Ça m'a donc C'est servi. vrai, Ah oui, c'est vrai. Oui. J'ai donc appris à me servir du micro. Bon, alors il est certain que je m'en sers dans mon tour sur la scène, parce que c'est des bruits que je sais faire, bien entendu. Si vous voulez, c'est un petit peu comme une bande dessinée sonore, ça serait idiot, par exemple, si je dis, l'autre jour j'ai pris une voiture, bon, comme je sais la faire, la voiture, alors je la fais entendre, cette voiture-là. Ça serait idiot de s'en priver. Alors les moments où je fais intervenir des bruits, c'est quand je pense que ça a besoin d'être, que ma phrase a besoin d'être soulignée par un élément sonore. Et comme je peux le faire, je m'en prive pas. Oui, ce que je vous demande, c'est pour le travail de ce bruitage. À quel moment est-ce que vous allez travailler est-ce que c'est, je veux dire, pour arriver à une qualité d'imitation Ouais. comme celle du train que Ah vous bah, avez fait, on travaille chez soi, oui. vous avez, ça signifie un travail hors sketch, j'imagine. Est-ce que vous Ah avez un oui. travail hors sketch de divers sons qui sont là comme des sons bruts, qui ont Ouais. pris un jour, que vous pouvez induire dans un Ouais. sketch? C'est certain, parce que si tout d'un coup j'ai pris un sketch où j'ai envie d'entendre ou de faire entendre un bruit, alors je vais le travailler hors sketch, chez moi, j'ai un petit studio, puis j'ai des micros, et puis j'essaie de retrouver la sonorité, puis une fois que je l'ai, alors là je la mets en scène. Ouais. Ce que tu oublies de dire aussi, c'est que tu as eu, pour répéter tes bruits, de longues années, comme le papa de Sim était ingénieur du son, il avait à sa disposition, de tout temps chez lui, il avait des Ouais. micros, des sonorisations, comme son papa faisait du cinéma, et il s'en est servi depuis tout jeune enfant. C'est pour ça que, au point de vue bruitage, il a même plus besoin de répéter maintenant, forcément. Ouais, c'est-à-dire que Ça va de soi, les bruitages. Hein. comme après l'électricité avec Abel-Gance, mon père, bon, il était jeune à ce moment-là. Après, il est devenu ingénieur du son. Il a beaucoup travaillé, tout ça, puis il a passé tous ses brevets d'ingénieur. Et vous avez fait de l'imitation depuis tout jeune? Vous êtes intéressé à imiter les sons depuis tout petit? Oh, oui, je devais avoir une douzaine d'années à peu près, en gros. Une chose qui m'intéresserait de vous demander, c'est de parler un peu de l'humour dans notre société. Est-ce que vous avez le sentiment que notre société occidentale, française ou francophone, puisque je crois qu'il n'y a pas de grande différence en ce plan entre la France et la Suisse, est une société qui a plus besoin de rire qu'avant, moins besoin, qui est un public plus avide du rire, ou moins avide? Ça évolue, c'est différent. Je crois que l'homme a toujours eu besoin de rire, il ne rit pas de la même façon. Bon, prenez par exemple Feydeau, Courteline, Labiche, tous ces grands auteurs qui ont mis en scène le fameux cocu. Le cocu fait rire nos populations, les populations francophones. Dès que vous allez jouer une histoire où il y a un pauvre cocu en scène, rien qu'en Espagne, déjà, ça marche moins. Parce que le cocu, c'est dramatique. L'espagnol, ça l'ennuie de voir un type qui est bafoué et trompé par sa femme. Alors il verra beaucoup moins le côté drôle que nous voyons. Un type dans un placard, par exemple, l'amant dans le placard, et le type qui arrive, bonjour chérie, tout ça, et la bonne femme qui a planqué l'amant. Nous, en France, en Suisse, en Belgique, enfin les pays francophones, nos pays, se marrent du côté ridicule de ça. Mais les Espagnols, oh, pauvre mec. C'est une tragédie. Oui. Oh là là. Oh là là. Il est tombé sur une salope. Elle a foutu un type dans le placard. J'exagère un peu, si vous voulez. Mais voilà un peu la légère différence de l'humour. Quant à l'humour de maintenant, bon, il évolue quand même beaucoup. C'est que les gens sont tellement informés par ce qui se passe, par tous les médias, il n'y a aucun problème. Les enfants, il y a de la télé, il y a des... On est au courant de tout maintenant. Alors, comme l'humour est basé sur la surprise, les gens sont de plus en plus blasés et de plus en plus vite. Ils ont plus de mal à rire qu'avant. C'est très difficile. Maintenant, il y a une certaine agressivité qui fait rire. Avant, elle ne faisait pas rire du tout. Ouais.
Alors maintenant, on va un peu plus vers la méchanceté, vers les choses dures, Oui. et les gens en rient. Avant, on appelait ça l'humour noir. Moi, j'ai un copain qui s'appelle Pierre Doris, que vous connaissez tous. C'est un précurseur. Hein. Bah, Pierre Doris, au départ, quand il faisait son numéro, bah, les gens riaient pas. Hein. Puis maintenant, ils se marrent. Avant, un Coluche, par exemple, ou un Bedos n'aurait pas existé. Ils auraient eu beaucoup de mal, ils se seraient fait virer. Mais maintenant, c'est différent. Ça marche mieux, ce genre de truc. On a peut-être un peu plus d'intelligence qu'il faut rire de tout. Faut rire tout de suite de tout. Rien n'est vraiment grave. Hein. Il y a un passage, alors là, bon, bah, tant pis. Rions de tout. Moi, il y a une histoire qui m'a fait beaucoup rire, mais qui ne fait pas rire certains. Par exemple, il y a un type qui fume, il va trouver son toubib. Et le toubib lui dit, si vous n'arrêtez pas de fumer, hein, c'est le cancer, hein, bientôt. Oh, le type lui dit, moi, même pour arrêter de fumer, c'est très difficile. Alors le toubib lui dit, bon, bah écoutez, vous tirez sur votre cigarette, vous l'achetez, et vous l'écrasez. Puis vous attendez un peu, après, vous, au lieu de fumer la cigarette complètement, juste une bouffée. C'est ce qu'il fait, le type. Il a fait ça pendant 6 mois, il a tout titre, et hop, il a écrasé avec son pied la cigarette. Bah, il est quand même mort du cancer du pied droit. Alors évidemment, c'est pas gai ça, mais faut vite en rire, parce que ça n'enlève rien, ça n'empêche rien. Tu veux une cigarette? Oui, je veux bien. Ah ben, vous avez maigri, vous. Et vous avez rajeuni, vous. Ah ben, écoutez, vous en êtes un autre. Oh, pardon. Ça va? Vaut mieux pas. Tu peux amener le Cénovis. Ouais, donnez-moi quand même. On va voir. Je finis par des actions chez Cénovis, notez bien, mais... Ça donne soif, non? C'est très salé, paraît-il. Ah, Très alors, sel, là, très sel. attendez, alors, je suis prudent. Tiens, C'est historique. Vous êtes filmé en train de goûter pour la première fois de votre vie du Cénovis. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'on peut donner ses appréciations? Je vous jure que c'est pas une pub cachée. Ça tourne? Est-ce que ça Oui, ça tourne? tourne. C'est Ça en train de tourne, hein? tourner, C'est en là. train de tourner. Bon, mesdames Ouais, et messieurs, vous allez assister en direct à l'avalage du Cénovis. Ouais. Pour la première fois, je vais vous Voilà. dire ce que c'est. Attends, ça tourne, moi ça commence à tourner dans mon estomac. Ah, c'est franchement Ah, c'est bon. dégueulasse. Non, non, c'est bon, c'est... Ah, j'aime bien ça. C'est du vice ou c'est novice? C'est très bon. Ah, non, ça va. On dirait de l'anchois. Alors, vous voulez savoir quoi? Alors, parlons peut-être de vos projets. Vous m'avez parlé d'une pièce de théâtre. Mes projets, ça serait qu'il enlève sa cigarette, c'est sûr. J'ai une pièce de théâtre qui va peut-être être jouée à Paris au théâtre du Palais Royal aux Variétés. Ça s'appelle La Déconomanie. C'est un titre qui résume un petit peu tout ce qui se passe maintenant en France. C'est très d'actualité, bien entendu. C'est la lutte entre la droite et la gauche, bien entendu. Une sorte de Roméo et Juliette modernisé. Roméo et Juliette, là, les Montaigu et les Capulet de maintenant. Alors, ça sera assez nouveau pour moi parce que j'ai jamais écrit de pièce de théâtre et je n'en ai jamais joué. J'en ai fait une fois au théâtre ce soir qui s'appelait Edmé avec Rosy Vart. Ben, c'est bon ça, hein. Rosy Vart aussi est très bonne, c'est une très bonne comédienne, mais elle est moins salée. Et ma pièce sera poivrée, on va dire. Bon, ça c'est dans les Elle est médias. déjà écrite. Elle est déjà écrite. Elle est sur le bureau de Jean-Michel Rouzière, qui est le directeur du Théâtre des Variétés et puis du Palais Royal. Il m'a téléphoné cet après-midi. Nous sommes le 30 septembre 1985. Alors, quand vous repasserez ça dans un an, on verra si la pièce a plu ou pas. Hein. Autre chose, je suis sur le début d'un 3e livre qui sera la suite d'Elle est chouette ma gueule, qui a été mon premier bouquin. Alors, une question sur le titre, Elle est chouette ma gueule. Ouais. Tout le monde pense à la chanson de Johnny Hallyday, mais je crois savoir que l'origine de votre titre est à trouver ailleurs. Ouais, ben j'ai raconté tout à l'heure dans la vidéo qu'on a faite. Le Toubib a dit, il a une drôle de gueule, il est marrant. Bon. C'est à cause du Toubib. Ouais, c'est ça, ouais. Alors bon, ce bouquin, Les chouettes ma gueule, on a tiré à 700 000 exemplaires, qui a été vraiment un best-seller et qui continue à se vendre beaucoup. Combien dites-vous? 700 000 exemplaires. 700 000. Donc pour l'humour de Dieu ou bien... Non, non, Elle est chouette ma gueule, 700 000 exemplaires.
Et actuellement, non, attends, on mélange pas tout, hein. On mélange pas tout. 700 000 exemplaires, elle est chouette ma gueule. Je suis en train d'écrire actuellement la suite d'Elle est chouette ma gueule. Ça va être tous mes rapports avec les dames que j'ai connues dans ma vie. Mais pas uniquement dans la position horizontale. Hein. Je connais toutes les dames que j'ai connues, mes copines, ma soeur, ma mère, mes grands-mères, mes voisines de palier, mes copines de métier, tout ça. C'est donc pas du Sacha Distel que vous dites. Ah non, Il n'y a, pas de pendule à l'heure. Là. Non, moi je n'ai jamais de coup à rendre ni de pendule à mettre à l'heure. Tout ce que je vais mettre dans ce livre-là sont des choses gaies, drôles. J'aime pas de méchanceté. Moi j'ai horreur de la méchanceté, j'aime pas ça. Ou alors si je tape sur moi, c'est moi qui tape sur moi. Comme je pratique l'autodérision, c'est la meilleure façon de désamorcer les attaques venant de l'extérieur. Donc, ça va s'appeler Elles sont chouettes mes femmes. Et ça sortira dans 1 an. Enfin, c'est avant l'actualité. Alors maintenant, j'en viens à celui-là qui montrait de toute façon. Et d'une manière éhontée. Où il y a eu notre ami Bernier, il y a 24 heures, qui avait fait justement une interview sur ce livre-là pour l'humour de Dieu. Et quand je suis venu à Lausanne pour faire la promotion de Pour l'humour de Dieu, je ne savais pas du tout quel était le succès qu'il allait avoir. Et maintenant, je peux le dire parce que ça fait 4 mois environ que nous sommes venus. On est rendu à 160 000 exemplaires. Alors pour un roman, pour un premier roman, pour un jeune écrivain, je trouve que c'est pas mal et que les gens qui m'achètent sont des gens vachement intelligents et fidèles et qui aiment les choses de qualité. Recoiffe-toi un peu, là. Attends, je me recoiffe un petit peu. Alors, quand vous écrivez, comme par exemple ce prochain livre, est-ce que vous l'écrivez, vous devez être dans des endroits spéciaux, par exemple dans un bureau fermé, ou est-ce que vous pouvez écrire sur une terrasse J'écris partout. J'écris partout, dans le train, dans l'avion, dans une voiture, chez moi. Je sais très bien m'isoler. Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour vous pour écrire, ou est-ce que c'est comme le travail de se dire bon, il est l'heure maintenant, je me mets au boulot, j'écris? Ou est-ce que... Non. C'est le travail antifonctionnel. Hein. Ça, je veux dire que oui, je suis en train de... Excusez-moi, il faut remettre l'objectif à chaque fois. Là, je suis flou. Là, je reviens. Là, je suis flou. Alors, ça fout tout le temps l'air. Je ne bouge plus. Non, quand je suis en train d'écrire, j'y suis. Je vois pas l'heure. Je regarde pas si j'ai envie. Mais il m'arrive des fois de me relever la nuit. Si je ne dors pas, tout d'un coup, j'ai une idée. Pour pas qu'elle s'en aille, je me lève, je me mets à mon bureau et pendant une demi-heure, j'écris. Et après, je vais me recoucher, puis je m'endors à nouveau, il n'y a pas de problème. Votre prochain livre, il va parler donc des rapports de combat ou de conflit entre plusieurs tendances françaises actuelles. Est-ce que vous avez des rapports avec des politiciens français qui vous donnent leurs opinions sur ce que vous faites et en rapport à leur propre politique? Non. Je trouve que les politiciens français sont des comiques avec qui on n'a pas beaucoup de rapports. Ce sont des gens qui nous font rire, bien entendu. Eux ne savent pas qu'ils sont comiques. Heureusement, un mec comme Marchais, par exemple, ça serait ridicule de se priver d'un type comme lui, c'est fabuleux. Et l'autre, comment il s'appelle, Krasuki, Krasuki, notre nouveau syndicaliste extraordinaire. Il a un visage un peu graisseux parce qu'il a l'habitude des huiles. Pour ça. Mais moi, la politique, non. Je trouve que ce sont des gens qui se prennent tellement au sérieux. Ils sont parfois tellement cons sans le savoir. Mais je crois que peut-être qu'il faut l'être pour arriver à faire ça. Il ne faut pas qu'ils soient trop conscients de ce qu'ils disent. S'ils étaient vraiment conscients, ils ne feraient pas de politique. Parce que c'est l'art de dire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment pour pouvoir arriver au pouvoir et diriger n'importe quand, n'importe comment et avec n'importe quoi et tout ça. Bon, finalement, ils ont de la chance que les hommes soient relativement raisonnables et ils arrivent à se diriger tout seuls. Mais tous les leaders qu'on a eus, franchement, à part 2 ou 3 qui faisaient partie des exceptions, c'est pas la joie. Hein. Et Mitterrand, qu'est-ce que vous pensez de Mitterrand? Qui c'est? Mitterrand, on a failli être libéré de Mitterrand parce qu'il a failli recevoir sa fusée sur la gueule. Il a pas de peau, ce mec. C'est grave d'avoir un président qui a pas de chance. Hein. Il a eu sa grue à la Tché qui n'est pas arrivée. Il va là-bas, plof, ça foire dans le... Bon, qu'est-ce qu'il lui est... Greenpeace aussi.
si on n'est pas content du type qui est sur scène comme Mitterrand ou Giscard ou un autre, ou le prochain, non. Si on quitte la France, on se fait engueuler. On peut pas le virer tout de suite. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien, pour ce qui se passe en France, ne pas être au fauteuil d'orchestre en France, mais avoir une place au balcon, mais en Suisse. Et regardez ça comme ça. Salut. Qu'est-ce que t'as fait dans cette position? Allez, mes enfants, faut y aller. Alors, merci infiniment encore. Il n'y a pas de quoi. Et bonne soirée, on va venir vous C'est voir. excellent, ça. Ouais, ouais. C'est moi.